Mais disons qu'on allait au bloc, ça durait un quart d'heure, on disait bah voilà le résultat est magnifique et on disait bravo aux chirurgiens qui étaient très contents et on pouvait retourner à nos activités par la suite. Et puis maintenant les choses ont un petit peu changé, ça a commencé à changer dans les années 2000 avec évidemment le développement du TAVI, puisqu'au départ il y avait une ETO interventionnelle pendant le TAVI essentiellement pour le sizing de l'anneau et puis pour les complications, sizing de l'anneau finalement qui est tombé dans le domaine du scanner, complications qui sont de plus en plus rares avec la learning curve et des cathétériseurs qui sont de plus en plus efficaces, et de ce fait le rôle de l'échographiste c'est surtout orienté sur le MitraClip, le TriClip et quelques autres procédures qu'on va lister tout à l'heure. Ça veut dire quoi être échographiste interventionnel? Ça veut dire aussi savoir sélectionner les bons candidats pour les bonnes procédures, connaître un peu les limites de chaque technique, ne pas proposer un MitraClip à un patient qui a une valve mitrale extrêmement délabrée, par exemple. C'est participer le plus honnêtement possible à la Heart Team, participer bien sûr à la procédure, et on va parler de la communication au sein du bloc opératoire, mais aussi de la radioprotection, et puis contrôler les résultats. Alors contrôler les résultats, c'est au bloc, mais c'est aussi contrôler les résultats sur des essais et surtout des registres. Et enfin, apprendre à chaque fois les nouvelles techniques, puisqu'il y a des nouvelles techniques qui arrivent très régulièrement. Alors, ça repose majoritairement sur de l'échographie transœsophagienne tridimensionnelle. On peut avoir besoin de l'échographie transthoracique aussi, on va le voir tout à l'heure. Et puis, il faut quand même avoir une certaine connaissance du scanner et de l'IRM, sans prétendre remplacer le radiologue cardiovasculaire. C'est vrai qu'il y a besoin vraiment de cette approche multimodale pour continuer, comme on le disait tout à l'heure sur l'échographie cardiaque, continuer à progresser grâce aux nouveaux outils. Alors, quelles sont les procédures? Bon, il y a le remplacement valvulaire de TAVI, le MitraClip, le remplacement valvulaire mitral percutané, et donc essentiellement à l'heure actuelle du valve-in-valve pour des dégénérescences de bioprothèses, la valvuloplastie mitrale au ballon, l'occlusion d'auricule, la fuite périprothétique, la CIA, le PFO, la fermeture de shunt intraventriculaire, même si ça reste quand même très anecdotique, et puis toutes les procédures tricuspides et éventuellement guider la position des canules pour des procédures d'ECMO ou d'angiovasque. L'échographie transthoracique, elle garde également un intérêt pour du dépistage rapide de complications, par exemple après un TAVI. Donc on n'a pas de sonde de TO pendant un TAVI, donc c'est une complication. On peut être amené à venir avec un écho transthoracique pour chercher une rupture annulaire ou un épanchement péricardique. Ça peut également chercher une obstruction de la chambre de chasse lors d'un TM, d'un remplacement valvulaire mitral, et ça peut aussi être très intéressant dans le TriClip, parce que dans le TriClip le TO est pas toujours très facile, et donc on a parfois besoin de l'échographie transthoracique, et enfin pour l'alcoolisation septale, afin de vérifier que la zone opacifiée corresponde bien à la zone qui soit obstructive et qui permette de réduire le gradient dans ce cadre-là. Bon, ça reprend un petit peu la même chose, la procédure. Il va y avoir donc des histoires de radioprotection qu'on va détailler, des histoires de communication dans la salle, la disponibilité, j'en ai déjà un peu parlé, puis le contrôle. Alors voilà la salle dans laquelle nous travaillons à l'hôpital Marie-Lannelongue. Vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de choses dans cette salle, et là il vous manque l'anesthésiste, qui est posté là derrière son ordinateur, le cathétériseur et le chirurgien cardiaque qui travaillent souvent en binôme, et l'échographiste, il est situé derrière le grand écran, juste à côté du générateur. Donc vous voyez que c'est pas une position extraordinaire, et si on regarde ici les rayons, vous avez le patient en vert, sa tête en haut, et vous voyez sur le A ou sur le B que la position de l'échographiste est dans un carré jaune où l'irradiation est la plus importante. La dose reçue d'irradiation est la plus importante. Donc il y a réellement une différence entre venir faire un contrôle de plastie mitrale qui va durer un quart d'heure et repartir à ses activités,
et passer 2h30 dans une salle à côté du générateur à se prendre les rayons pendant que tout le monde travaille. Les mesures de radioprotection, elles sont multiples. Certaines sont encore un peu expérimentales, là, toutes les dernières, Zero Gravity, 4PAX et tout ça. La première mesure qui sert réellement de radioprotection, c'est d'utiliser les rayons à bon escient. Donc c'est vraiment la technique du cathétériseur, c'est-à-dire d'avoir le générateur le plus près du patient possible, de faire le moins de films possible et d'essayer de privilégier, de protéger les collaborateurs. Alors après, il y a la communication, il faut que les gens arrivent à se parler dans un bloc. Alors je vous disais tout à l'heure que l'échographiste est juste à côté du générateur. Le générateur, il génère pas que des rayons, il génère aussi beaucoup de bruit. Donc c'est un petit peu compliqué parce que l'anesthésiste aussi génère beaucoup de bruit. Et donc tout le monde parle, tout le monde fait du bruit, et puis il faut réussir à se parler par-delà les champs, par-delà les vitres plombées. Donc c'est pas toujours simple, cette communication. Mais elle est pourtant indispensable parce que vous voyez que la plupart des patients qui arrivent sur des procédures interventionnelles, ils ont déjà des pacemakers, des fils d'acier, des bioprothèses, un défibrillateur. Quand vous mettez la sonde de Théo en plus, parfois, vous gênez le cathétériseur qui voit plus rien parce qu'il y a votre sonde de Théo qui est juste devant. Alors c'est pas très étonnant, tout le monde regarde la même chose, mais il va falloir quand même réussir à se parler pour parfois enlever la sonde de Théo, la retirer un petit peu pour que le cathétériseur soit plus à l'aise, ou au contraire changer un petit peu la position de la sonde. Donc ça fait partie des choses qui sont réellement importantes. Après, il faut parler un langage commun. On avait déjà appris à faire ça pour la plastie mitrale. L'intérêt de ces procédures, c'est si on prend par exemple l'exemple du MitraClip, on a redécouvert des choses très simples, comme par exemple que la coupe grand axe, elle est complètement orthogonale à la coupe bicommissurale et que donc on va se servir pendant toute la procédure de cette orthogonalité pour diriger le clip en médial vers le septum ou en latéral vers l'auricule, en antérieur vers l'aorte ou en postérieur de l'autre côté. Et grâce à ces petits repères anatomiques, on va pouvoir communiquer avec la personne qui fait le geste. Alors ça se passe comme ça, d'abord un transseptal, on repère, je vais vous montrer ensuite des petits films, et puis vous voyez en bas ces deux coupes orthogonales, LVOT, donc la voie d'éjection, et la coupe bicommissurale, qui sont parfaitement orthogonales et qui permettent de définir postérieur antérieur et latéral médial, qui permet déjà de s'orienter pour l'analyse. Alors c'est un peu pareil pour le triclip, sauf que c'est plus compliqué, déjà parce qu'il y a 3 valves, sur la technique, mais parfois il y en a plus, parfois il y en a moins, il peut y en avoir que 2, il peut y en avoir 4, il peut y en avoir 5, donc c'est déjà un tout petit peu plus compliqué, et puis c'est vrai que la standardisation de l'ETO de la tricuspide, c'est encore plus compliqué, donc ça repose sur un certain nombre de coupes que je vous ai montrées ici, mais elles n'y sont pas toutes, des coupes qui sont à mi-œsophage, avec la visualisation des différents foyers, mais également un rôle très important de la coupe transgastrique. Et c'est tellement important que certains patients sont récusés d'un triclip lorsque la qualité des images est insuffisante, puisqu'en fait on ne peut pas s'assurer d'un bon grasping des feuillets, et il y a des risques trop importants, soit de délabrement, soit de perdre un clip ou de l'approcher que sur une valve et pas sur l'autre, et donc d'échec de procédure. Donc c'est réellement quelque chose d'important et de limitant dans ces procédures. Un petit mot pour les fuites périprothétiques, mais c'est vrai que on met l'aorte en haut, on se donne des horaires et on va dire au cathétériseur, tiens, la fuite est à 5 heures, la fuite est à 8 heures, elle est à 9 heures à côté de l'auricule, et puis ça permet comme ça, en espérant que tout le monde sache lire l'heure, qu'on puisse se diriger facilement. Alors, ce qui peut considérablement faciliter la communication, c'est la fusion d'images. La fusion d'images, on en parle depuis un certain temps, mais ça commence à arriver. Il y a des papiers intéressants, comme ce papier que je viens d'indiquer ici, qui montrent que ça diminue quand même considérablement le temps d'irradiation. Ça permet de standardiser aussi un petit peu la procédure, ça permet de lever un peu le pied sur la fluoroscopie, et c'est très intéressant, par exemple, pour déterminer la situation de la ponction transseptale,
ou l'orthogonalité du clip par rapport à la ligne de coaptation de la valve. Avec ce protocole, donc, ils ont fait 80 patients une fois qu'ils ont eu la fusion d'image, et ils les ont comparés aux 80 patients précédents. Avant d'avoir eu la fusion d'image, ils trouvent une réduction de la fluoroscopie, une augmentation du succès des procédures. Alors bon, comme c'est les 80 patients d'après, c'est forcément une histoire de leur cœur, pardon. Et ils ont l'impression quand même d'arriver à faire des procédures plus complexes grâce à la fusion d'image par rapport à ce que c'était avant la fusion d'image. Alors, je vous montre juste deux petits films et puis ce sera terminé. Là, c'est un exemple de microclip. C'est déjà un truc un peu ancien. Vous voyez le transseptal, le bras, l'ouverture du clip. Et puis, on va positionner le clip de façon perpendiculaire à la ligne mitrale. Et on positionne les deux clips. Ici, c'est une vue auriculaire. Et la procédure est terminée. Alors là, je vous ai fait la version courte, mais c'est des procédures qui peuvent quand même volontiers 2 heures, 2 heures et demie. Avec un résultat, vous voyez, qui est tout à fait sympathique, des fuites minimes, comme il y a toujours en périclip, parfois une fuite entre les deux clips, là il y a deux clips ici, mais en tout cas une réduction dramatique de la taille de la fuite. C'était une indication classique, on va dire. Ici, une indication nettement moins classique, une patiente qui a déjà eu une plastie mitrale avec un anneau physio-ring, des cordages artificiels, et qui 10 ans après revient pour un œdème pulmonaire avec une nouvelle rupture de cordage, non pas d'un cordage artificiel d'ailleurs, mais d'un cordage natif. Ici, le transseptal, une patiente qui a été récusée d'une chirurgie réduction du fait d'un état physiologique altéré et d'une insuffisance cardiaque sévère réfractaire. Voilà, on est au niveau du transseptal. Ça y est, le dispositif est passé en transseptal. Ça, c'est l'introducteur. On va pouvoir sortir le clip. Voilà, le clip va sortir. Il est bien sûr fermé. On va incurver le clip pour commencer la descente vers la valve mitrale. Vous voyez que ça repose beaucoup sur de l'imagerie 3D. Voilà, le clip approche de la valve. Le largage du clip, vous voyez, on est sur la fameuse coupe bicommissurale à gauche et LVOT à droite. Le clip a été largué et on a maintenant un orifice mitral à deux orifices, justement, avec un clip qui est un petit peu mis en biais et qui permet de corriger complètement le prolapsus antérieur, comme vous le voyez ici, avec un gradient tout à fait correct, puisqu'on avait 4 mm de mercure de gradient en fin de procédure. Donc vous voyez qu'avec le temps, on arrive à se risquer sur des procédures plus complexes et des indications plus compliquées. Alors le problème, c'est que pendant qu'on apprend à faire une procédure, ben, il y en a 10 qui sont en cours de développement. Alors à gauche, vous avez ce qui est en cours de développement sur la valve mitrale. À droite, vous avez ce qui est en cours de développement sur la valve tricuspide. Et vous voyez qu'on n'a pas fini d'apprendre à faire des procédures. On ne sait pas là-dedans lesquelles vont rester, lesquelles vont disparaître, parce que là, nous allons voir qu'il y avait déjà un certain nombre de choses qui ont été abandonnées sur la tricuspide, et c'est pareil pour la mitrale. Mais à chaque fois, il va falloir réapprendre complètement la procédure pour essayer d'être le plus efficace possible. Alors comment on fait? Ça, c'est une question encore un peu ouverte. Finalement, c'est une nouvelle discipline à part entière. Il faut sélectionner la bonne technique, il faut discuter en hard team, il faut soigner la communication et vraiment avoir une équipe qui fonctionne bien. Il faut être disponible parce que c'est des heures à passer au bloc sans répondre au téléphone, sans aller signer une sortie ni faire un compte rendu. Donc c'est quand même une nouveauté. Il faut qu'on apprenne la radioprotection et il ne faut pas lâcher
la radioprotection parce que c'est très dangereux malgré tout. L'imagerie de fusion, c'est probablement quelque chose qui va améliorer la radioprotection et la communication. Et enfin, il faut évaluer les résultats. Évaluer les résultats à la fois à l'échelle individuelle et sur des registres. Après, pour la formation, il y a probablement un rôle important des fabricants de prothèses qui doivent former les échographistes, comme ils forment leurs porteurs des catégoriseurs, et probablement dans l'avenir un rôle important de la simulation sur mannequin pour ne pas se lancer d'emblée sur des vrais patients. Voilà, je vous remercie.